Bonjour à tous et bienvenue sur Planète Hello, le podcast voyage de la rédaction de Lucarne Opposée. Alors vous commencez à en connaître le principe, il est simple, on vous invite à nous suivre dans l'une des villes de la planète Hello. Voilà, c'est tout ça, c'est tout simple, c'est comme cela. Pour cela, on va prendre le temps de se poser donc sur place, d'évoquer la culture locale de la ville et du pays dans lequel nous allons nous rendre, avant, évidemment, de nous intéresser à la façon dont on y vit le football. Vous l'aurez compris, donc, l'heure est au voyage. Et pour ce nouveau rendez-vous, direction l'Afrique, et plus précisément la côte Swahili qui borde l'océan Indien, puisque après le Bénin, nous allons rejoindre Pierre-Marie Gosselin en Tanzanie, à Dar es Salaam plus précisément. Salut PM, comment vas-tu ? Bonjour Nico, écoute, ça va très bien. Un plaisir de te retrouver pour cette section des podcasts que j'apprécie beaucoup. Ouais, et qui est, il faut le dire, très très apprécié aussi. C'est vrai que généralement, une fois que l'on sort de ce podcast, c'est la première chose que l'on a envie de faire, c'est de prendre l'avion et d'aller mettre à profit tout ce que l'on a entendu et vivre ça sur place. Alors aujourd'hui, on va se rendre, pareil, dans un pays que tu as bien connu, la Tanzanie. Alors moi, j'en garde un souvenir particulier à distance avec les photos que tu nous envoyais. Où généralement, on en prenait, mais alors plein les yeux. Hein, il faut le dire, il y a quelques mags qui ont bénéficié de ces photos-là et je pense qu'il y en a quelques autres qui vont servir. On va donc partir, alors on va pas faire toute la Tanzanie, même si peut-être que tu vas nous en parler un petit peu plus là. On va partir donc à la découverte de Dar es Salaam, le havre de paix en français. Vous en avez l'habitude donc, si vous êtes des fidèles de Planète Hello, avant de parler football, on va se poser, on va un instant pour présenter la ville. Alors lorsqu'on se rend à Dar es Salaam, PM, il faut qu'on s'attende à quoi en termes de climat, de géographie, mais aussi d'histoire et de démographie? Alors écoute, en arrivant à l'aéroport Julius Nyerere de Dar es Salaam, tu risques d'avoir un sacré choc, pas un choc thermique, mais un choc sur l'humidité qui est vraiment prenante et ça surprend quand on descend de l'avion là, on sent une chape de chaleur là qui nous saute dessus, qui te plombe complètement et il va falloir peut-être 2 ou 3 jours pour s'y habituer. C'est vraiment plus marqué que à Cotonou aussi, hein, on était sur un climat tropical avec donc forcément un taux d'humidité plus élevé que ce qu'on a ici en Europe, mais là, Dar es Salaam, c'est particulièrement puissant. Il faut quelques jours pour s'y habituer. Donc après, du coup, voilà, hein, le climat est tropical avec saison des pluies, saison sèche. Quand il pleut énormément. Quand il fait chaud, il fait très très chaud. On tourne autour de 30 degrés plus ou moins toute l'année, mais voilà, en fonction du taux d'humidité, forcément le ressenti est un petit peu différent. Mais bon, voilà, donc c'est un climat somme toute assez agréable. Dar es Salaam, comme tu l'as dit, c'est sur les bords de l'océan Indien, pratiquement à la fin de la corne africaine en fait. Et c'est pour, il y a peut-être des îles qui parlent à beaucoup, surtout à ceux qui se sont mariés récemment. Enfin, à ceux qui se sont mariés, pas récemment ou pas, hein. À Zanzibar, où généralement, ça fait partie des destinations de lune de miel assez, assez traditionnelles. Et donc, Dar es Salaam est en fait situé juste en face de Zanzibar, sur le continent. Donc voilà pour le petit point climat. Après, pour la géographie, Dar es Salaam, c'est une ville qui a officiellement 7 millions d'habitants. Je dis toujours officiellement parce que les recensements, on l'avait déjà dit un peu avec Cotonou, c'est toujours un peu compliqué dans les villes comme ça, là, dans les métropoles africaines qui sont des véritables champignons et qui grandissent à vue d'œil chaque jour. Donc 7 millions, ok, pourquoi pas, avec des prévisions qui font état de pratiquement 30 ou 40 millions d'habitants à l'horizon 2040 et qui ferait de Dar es Salaam la plus grande ville du continent. Elle dépasserait Lagos et le Caire. Donc pour vous dire un C'est petit peu énorme. la croissance vraiment impressionnante que subit la ville en ce moment, qui n'est pas près de s'arrêter. Il faut dire qu'il y a quand même des pays autour qui ont eu quelques conflits, quelques périodes un petit peu difficiles, notamment dans la région des Grands Lacs et tout ça, et un petit peu plus au nord avec le Kenya, l'Éthiopie, où parfois il y a eu des mouvements de population qui font que les gens viennent en Tanzanie, parce que comme tu l'as dit, la traduction de Dar es Salaam serait Havre de paix, est Havre de paix, et effectivement, écoute, c'est un endroit où on peut venir essayer de construire sa vie, même si on n'est pas tanzanien. Donc voilà pour le côté un petit peu ville champignon.
Et voilà, donc c'est pas la capitale, hein, je l'ai pas encore précisé, mais Dar es Salaam, c'est la plus grande ville du pays, c'est le poumon économique du pays, mais ce n'est pas la capitale, puisque la capitale, c'est Dodoma, une ville beaucoup plus modeste située à l'intérieur du pays, mais voilà, un petit peu à l'image de Brasilia au Brésil. On a essayé de décentraliser un petit peu la ville, et donc le siège du gouvernement se trouve à Dodoma. Ouais, parce on l'avait vu en off, je te coupe 2 secondes, on l'a vu, tous les 2 avant, en comparaison, c'est minuscule, hein, Dodoma en termes de population, hein. Ah ouais, ouais, c'est clair, hein, je sais pas, bon, je Moins de crois 300 200 000, 000 j'ai habitants, tu me... ouais, moins de Ouais. 300 000. Moins 300 000. Alors là aussi, c'est une ville qui grandit aussi beaucoup parce que forcément, il y a de la diplomatie et tout ça, donc ça grandit, mais voilà, on est loin de Dar es Salaam et on est loin des safaris, donc c'est pas forcément une ville que qu'on va visiter, surtout si on n'est pas en, voilà, comme je dit, en mission diplomatique ou autre et que on a besoin d'aller y faire des affaires. Ouais, il y a pas un grand pouvoir d'attractivité, quoi. Non, 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 incomparable par rapport à Dar es Salaam ou à Roucha, dont j'aurai peut-être l'occasion de parler aussi un petit peu au cours du podcast. Après, pour ce qui est de l'histoire, alors la particularité de la Tanzanie, c'est que c'est un pays qui est très mixte, où finalement une population arabe du Moyen-Orient est descendue très très tôt, hein, bien avant les Livingstone et compagnie, les premiers Européens qui ont fait le tour de l'Afrique. Il y avait déjà de vrais échanges commerciaux qui avaient été mis en place avec notamment le Yémen, Oman et tous les pays de la péninsule arabique qui venaient faire des affaires et venaient chercher ce dont ils avaient besoin de matières premières en Afrique, et ils y avaient établi des comptoirs, et notamment Dar es Salaam qui était un comptoir commercial entre le monde arabe et l'Afrique noire. Et du coup, bah, on se retrouve avec un mélange de population où on peut voir des Tanzaniens qui, au premier aspect, pourraient être des Libanais, par exemple, mais il n'en est rien. Ils sont Tanzaniens depuis X générations, au même titre que un Swahili, voilà, ou un Bantou qui pourrait, voilà, qui est également tanzanien depuis autant de générations que celui qui a l'aspect qui ressemble à un Libanais. Donc voilà, donc on a cette mixité de races qui est vraiment très intéressante, où finalement tous ces gens-là se mélangent, ils parlent la même langue. En Tanzanie, on parle le Swahili. Donc le Swahili, c'est une langue assez récente qui était en fait un croisement de plusieurs langues, notamment donc des langues bantou, d'arabe, un petit peu d'anglais. Voilà, on retrouve un petit peu de tout ça qui se mélange dedans, qui en fait une langue qui est sur le papier très facile à apprendre, en tout cas au moins phonétiquement, quoi. Les mots s'imprègnent un petit peu, enfin, par expérience, même si j'ai pas cherché, enfin, si, j'ai quand même cherché à essayer de parler un petit peu swahili, mais sans vouloir faire quelque chose de littéraire, de très scolaire, on peut facilement quand même apprendre les mots et pour pouvoir échanger en swahili avec les Tanzaniens, parce que oui, c'est un pays anglophone. Oui, l'anglais est une des langues officielles, mais dans la réalité, c'est pas tout le monde ne parle pas l'anglais en fait. Même peu de gens parlent anglais dans l'industrie du tourisme et tout ça. Oui, forcément, dans le milieu des affaires aussi, mais dans la population, c'est vrai que de parler quelques mots de Swahili, ça peut grandement aider, puis ça peut faciliter les relations, les contacts Ouais, avec puis les gens. c'est quand même important de savoir aussi qu'il y a la version officielle qui consiste à dire, parce que quand tu y débarques toi en tant que touriste, tu te dis c'est bon, je vais m'en sortir tranquille avec l'anglais. Voilà quoi, c'est pas forcément le cas, faut le Non, savoir. c'est pas. Alors, tu vas t'en sortir, hein. Franchement, si en plus tu y vas pour des vacances et que tu es dans l'optique de faire de la visite, du safari, Zanzibar, etc., tu n'auras aucun souci. Tu trouveras toujours des interlocuteurs qui te parleront dans un anglais impeccable. Mais si tu veux sortir un petit peu des sentiers battus, si tu veux justement aller te mêler un petit peu du football local, là, le Swahili risque de t'aider un petit peu plus, parce que tu vas avoir du mal en fait tu vas trouver des gens, les journalistes, etc. Tout ce monde-là parle anglais, hein, tous les gens qui vont à l'école, enfin, tous les gens qui ont poussé un petit peu leurs études parlent un anglais impeccable, mais c'est vrai que dans les petites écoles et tout ça, ben, c'est plutôt le Swahili, et l'anglais, ça vient en bonus, quoi. Ouais, et puis tu seras donc vite limité. Bon, écoute, voilà. Alors on a déjà la présentation générale, j'ai envie de dire, de Dar es Salaam. Maintenant, voilà, on l'a évoqué à l'instant. L'idée, c'est que l'on y arrive aussi en tant que touriste. Du coup, tu nous conseilles quoi concrètement si on est... Alors, je sais, hein, je te connais, je sais que tu n'es pas forcément le grand spécialiste, comment dirais-je, des circuits touristiques de masse, on va dire.
Mais voilà, après tu as aussi ton expérience personnelle, pour avoir vécu en Tanzanie. Donc voilà, avec ton œil à toi, tu conseilles quoi à quelqu'un qui débarque à Dar es Salaam et qui aussi, peut-être, envisage de se déplacer un petit peu en Tanzanie ou dans le coin, on va dire? Alors, bon là, je vais pas, révolutionner, je vais pas en apprendre beaucoup à ceux qui ont un tout petit peu de culture, du tourisme. Voilà, si vous allez en Tanzanie, la première chose, je pense, c'est pour faire un safari dans un des parcs, il y a plusieurs parcs, hein. Alors les plus connus, ils sont du côté de Arusha. Arusha, c'est tout au nord, à la frontière, enfin pas très loin de la frontière avec le Kenya. C'est là où vous avez le Ngorongoro, tout ça là, les parcs qui ont servi notamment à inspirer le Roi Lion. Et tiens, d'ailleurs, en parlant du Roi Lion, c'est vrai que ça me fait penser maintenant, donc c'est vrai que tout à l'heure, quand j'ai parlé du Swahili, j'aurais pu le dire, c'est une petite anecdote, mais tout le monde connaît au moins un ou deux mots Swahili, parce que le Roi Lion a donné des mots Swahili comme nom de ses... enfin, Disney, pardon, a donné au personnage du Roi Lion des mots Swahili comme prénom. Donc Simba, qui est le lion, Rafiki, le singe Rafiki, il me semble que c'est bien Ouais. le singe là, le sage un petit peu, Rafiki, ça veut dire l'ami. Voilà, donc par exemple, sans le savoir, vous connaissez quelques petits mots de Swahili. Bon après on sera assez vite Euh, limité, hein, si on sait juste dire lion et singe, on va être non, mais pour vous dire mais ch qu'en oui, oui, fait, mais voilà, c'est voilà, c'est une langue qui va vous parler. C'est vraiment, ça peut surprendre, mais il y a des langues qui sont très difficiles. Alors, on peut faire des efforts et tout, mais on aura du mal à rien que la prononciation des mots, etc. Alors que pour le coup, pour le Swahili, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais revenons au tourisme. à nos moutons. Et donc, au safari, plutôt des lions que des moutons d'ailleurs, et des éléphants, et des girafes, et des rhinocéros, et des hippopotames, enfin bref. Vous l'aurez compris, tout le gratin de la faune sauvage africaine se trouve en Tanzanie. Mais par contre, pour y aller depuis Dar es Salaam, alors si vous êtes courageux, vous prenez le bus. Ça va vous prendre une bonne demi-journée, pour ne pas dire une bonne journée en fonction des embouteillages que vous aurez à Dar es Salaam. Mais par contre, vous allez traverser de la savane. Il y a c'est un pays avec beaucoup de relief et tout ça. Ça vaut le coup d'œil. C'est long, mais Mais ça les yeux vaut. vont aimer. Voilà, après, si vous allez faire un safari juste derrière, bon, surtout dans le cratère du Ngorongoro, là-bas, à côté d'Arusha, ouais, c'est sûr qu'à côté, vous vous direz: «Oui, bon, c'était un peu long, c'est vrai, j'ai vu un peu de savane, c'était un peu différent, c'était un peu plus sec que dans le parc», mais bon, voilà, si vous n'allez pas faire de safari, sachez que la route est déjà un petit premier safari. Vous aurez peut-être la chance de croiser des zèbres sur le bord de la route et cetera, mais sinon, vous prenez l'avion. Voilà, c'est ce que la plupart des gens font. Il y a d'ailleurs un aéroport international à Arusha, à côté d'Arusha, au Kilimandjaro plus précisément. Mais vous pouvez aussi arriver à l'aéroport de Dar es Salaam. Souvent, les billets sont moins chers et vous pouvez. Là, je vous conseille. Alors, un petit conseil déjà pour ceux que ça intéresse. Donc, sachez qu'à Dar es Salaam, il y a deux aéroports. Il y a un aéroport international et un aéroport national. Ils sont pas les deux au même endroit. Enfin, ce sont les deux au même endroit, mais ils sont pas dans le même bâtiment en fait. Donc, il faut que vous ressortiez de l'aéroport international et là, vous allez pouvoir en longeant un petit peu la grande avenue, là, re-rentrer dans l'aéroport national qui est beaucoup plus petit. Et là, ce sont que des petits avions Alice, etc. Et en fait, comme la plupart des trajets, c'est plutôt Arusha, Dar es Salaam pour amener les gens à l'aéroport, ben, du coup, le Dar es Salaam Arusha, il est souvent vide et vous pouvez avoir de super bonnes affaires pour partir à Arusha en avion pour pas grand-chose. Et là, pour le coup, vous en avez pour 1 heure. C'est beaucoup plus rapide, incomparable avec le bus. Voilà, votre journée est complètement préservée, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez derrière. Donc ça, c'était pour la partie safari. Il y a d'autres safaris que vous pouvez faire plus proches de Dar es Salaam, mais c'est vrai que tant qu'à faire, autant aller dans les parcs majestueux du nord et autour d'Arusha. Et après, ben, le deuxième gros point, l'incontournable, enfin, ce serait dommage d'aller à Dar es Salaam et de ne pas aller à Zanzibar en fait. Alors, je vais faire attention parce que je me suis fait reprendre sur le premier podcast où j'annonçais des 2 heures de route pour aller à, à Lomé ou Lagos. Et que c'est vrai que sur Google, on en dit le double ou le triple. Et effectivement, prenant en compte des embouteillages, ça peut prendre ce temps-là. Mais On voilà, va je dire, crois que ça c'est à dépend deux qui heures et demie conduit, de bateau. PM. Ouais, ça- ça- Là, d'après mes souvenirs, je crois que c'était lors de 2 heures et demie ou 3 heures de bateau, et puis vous vous retrouvez à Zanzibar. Et voilà, ça, Zanzibar, bon, c'est assez. Si c'est autant connu, c'est pas pour rien. C'est vraiment, c'est magnifique. Voilà, c'est une très belle île avec pas forcément beaucoup de relief, mais voilà, des villages, c'est ça, c'est grand. Donc on peut une petite ville, la capitale Stone Town, qui est une vieille ville, un vieux comptoir avec une énorme influence justement des pays
du Moyen-Orient qu'on peut retrouver dans l'architecture. Il y a des palais, enfin des ruines de palais. Il y a vraiment beaucoup de trucs. Et puis là, c'est plage de sable blanc, eau turquoise, cocotier, enfin la totale. Sachez que l'eau turquoise et les cocotiers, vous l'avez aussi beaucoup plus près de Dar es Salaam sans avoir besoin d'aller jusqu'à Zanzibar. Il y a plein de petites îles aussi, de petits îlots plutôt qui sont là en face de la ville. Et puis vous avez aussi les magnifiques plages que vous pouvez retrouver en sortant un petit peu de l'agglomération. Voilà pour un petit peu le point touristique. Après, bien sûr, il y a des musées, il y a plein de petits trucs à voir. Il y a aussi des églises, des grandes mosquées. Enfin, il y a des trucs à regarder, mais là, bon, je vous partez avec votre guide du routard pour cet aspect-là de votre voyage, parce que avec moi, sinon, vous allez quand même assez rapidement tourner en rond. Mais c'est surtout qu'on va vite, et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire nous aussi, on va vite aller voir les stades de foot en fait. Donc, Ouais, ouais, donc le ouais, ouais. tourisme, il est vite fini, quoi. C'est voilà, c'est bon, hein. Nous, on n'est pas là pour ça. On est là pour le foot, nous, hein. Bon, Ouais. Revenons à notre mouton. c'est ça. On est dans notre opération tourisme foot, hein. Vous l'aurez bien compris, hein, à l'écoute de cette émission. Mais bon, voilà, c'est vrai que après, il y a des moments où aussi on est obligé d'évoquer ce que tout le monde fait parce que c'est aussi ce qu'il faut faire, tout simplement, hein. Je veux dire, on va pas réinventer l'eau chaude, hein. Ah non, là c'est clair. Et puis surtout, quand on parle de Zanzibar, vraiment, ça vaut le coup. Les safaris aussi, ça, voilà. De toute façon, vous allez probablement pas aller en Tanzanie pour du football au Non. premier abord, mais vous allez comprendre que finalement, en plus de tous ces magnifiques trucs que vous aurez pu voir avec votre femme et vos enfants ou qui vous voulez, eh ben, vous pourrez aussi profiter de super moments foot. Parce que Ouais. là, pour le coup, on va entamer un chapitre assez sympa. Ouais, exactement. Et de toute façon, et voilà, moi je me souviens, toi, tu étais à Arusha, hein, c'est ça, avec ton Alors, académie. ouais, ouais, ouais. Et je le disais en introduction, voilà, rien que les photos qu'envoyait PM, voilà quoi. Ouais, C'est- alors c'était à Arusha, attention, hein, Oui, c'était oui, là pour le coup, c'était à c'était Arusha. un tout petit peu différent que Dar es Salaam. Dar es Salaam, c'est le côté plage, Arusha, c'est le côté montagne. Mais bon. Mais voilà, voilà, donc on l'a dit, on le disait, mais on le disait, tu vois, pareil, tu l'évoquais en évoquant les safaris, justement, tu disais d'aller plutôt vers le nord. Arusha est au nord, hein, si je me trompe pas. Ouais, non, non, Euh, t'es bien. ou d'aller voir. Et donc, le côté safari, tu as évoqué aussi, hein, tu as donné le nom, hein, du Kilimandjaro qui est à côté quand on est au nord. Enfin, voilà. Donc, il y a tous ces paysages-là, ces paysages entre la savane et la montagne, etc. Il y a aussi la plage, on l'a dit. Donc, là, il y a la partie touristique, je dirais, qui va permettre de remplir la mémoire visuelle. Tout simplement, d'imprégner les yeux avec des images assez folles. Et donc forcément, il y a l'autre partie, celle qui nous intéresse aussi beaucoup à nous, la partie football. On va y passer justement à cette partie football. Et on va aussi s'intéresser à ce qui se passe à Dar es Salaam, puisque c'est quand même l'objet de ce podcast. Et forcément, si on évoque Tanzanie, si on évoque Dar es Salaam, bon, faut être un peu initié quand même. Et ceux qui connaissent un petit peu le paysage, le paysage du football africain, tout de suite, ils vont penser Young Africans et Simba. Deux clubs de la ville. Forcément, ils ne sont pas les seuls. Et donc voilà, comme d'habitude, PM, je vais te laisser nous présenter forcément ces deux clubs-là et pas que. Et voilà, nous expliquer la spécificité des clubs de Dar es Salaam, leur importance dans la ville, mais aussi dans l'histoire du football local. Ouais, alors, ben écoute, très bonne introduction. Euh, Ah, j'ai tout donné, hein. Alors, ouais, ouais, ouais. Et rajouterais en plus que initier du football africain, ok, ça c'est un premier point, mais surtout si vous êtes un suiveur du Luctar Proposé, on en a quand même parlé Ouais, ça, depuis un moment que les équipes tanzaniennes sont rentrées dans le circuit LO, que ce soit dans les podcasts ou exactement. dans des articles où on a parlé de la Ligue des Champions. Enfin, je me souviens on en a quand même, avec Simon notamment, on a eu Ouais. l'occasion d'en parler plusieurs fois. Je me souviens qu'on avait fait un point aussi sur le football tanzanien, donc un podcast que vous pouvez aussi retrouver sur la chaîne YouTube, où on parlait là un petit peu, pas forcément de Dar es Salaam, mais on faisait un peu comment dire, un premier survol du football tanzanien, donc qui pourrait aussi compléter un petit peu ce qu'on va dire et ce qu'on a déjà un petit peu dit. Je Et mettrai les liens, je mettrai tous les liens qu'il faut dans la description de ce podcast. donc il y a beaucoup de clubs à Dar es Salaam, un petit peu comme à Cotonou, où là, voilà, forcément c'est la plus grande ville du pays, le football est le sport numéro un, donc énormément de pratiquants. Donc le nombre de clubs forcément aussi est plus important. Mais cependant, il y en a trois, vraiment principalement qui sont des clubs, des vrais gros clubs
qui ont une histoire très importante et qui font partie du paysage non pas tanzanien, mais continental en termes de football. Donc, comme tu l'as dit, Simba, Young African, Yanga et Azam. Alors là, autant l'histoire du football béninois était un peu plus, comment dire, est pas un peu difficile à défricher et puis remontait pas forcément très loin dans le temps. Autant pour ce qui est du football tanzanien, là, Young African et Simba, c'est des clubs qui datent du milieu des années 30. Comme dans beaucoup d'endroits, c'est des étudiants qui ont participé à la naissance de ces clubs. Et finalement, ben, voilà, c'est la rivalité entre Simba et Young African a commencé ben, dès le tout début, quoi. Un quartier différent. Enfin, les deux équipes ont leur siège au même quartier, mais ce n'étaient pas des gens qui habitaient au même endroit dans le quartier, en fait, qui ont créé les deux clubs. Alors, Young Africa, officiellement, est un petit peu plus jeune, il est créé en 1935, alors que Simba est créé en 1936. Mais là, par contre, bon, ça, c'est des détails qui ont peut-être été transformés avec le temps, donc on pourrait pratiquement dire que c'est des clubs qui sont apparus au même moment. Il y avait un club qui était forcément un petit peu, comme je vous avais compris dans l'introduction, il y a quand même deux ethnies enfin, cette ethnie un petit peu arabe tanzanien voilà, s'est rapproché un petit peu plus d'un club, Simba, et il y a l'autre ethnie qui s'était rapproché un petit peu plus de l'autre club, les Young Africans. Avec le temps, ça c'est complètement, ce n'est plus quelque chose qui est vrai, quoi. Tout le monde peut supporter l'une ou l'autre des équipes. Il y a plus d'appartenance ethnique ou quoi que ce soit derrière. Mais à une époque, ça faisait partie un petit peu des critères de choix de l'équipe qu'on pouvait supporter et aller encourager au stade. Ces équipes-là n'ont pas forcément brillé sur la scène continentale pendant très longtemps. Elles ont dominé le championnat national, par contre, là. C'est une domination sans partage, hein. Je vérifie pour ne pas me tromper, mais c'est 21 titres pour Simba et 22 pour les Young Africans. Voilà, bon, ben déjà, deux, ils ont 43 titres. Donc Ouais, ça pèse un peu, ouais. ça prend une bonne partie de l'histoire du football du pays, sans compter les coupes et tout ça. Mais par contre, en compétition continentale, ben, c'est un peu plus compliqué. Il y a Simba qui a fait une finale de Coupe de la CAF en 1993 et les Young Africans n'ont pas réussi à. Je vérifie quand même pour pas dire de bêtises, mais non, il y a des quarts de finale. 69 et 70 pour Young African, donc un petit peu plus vieux, en Coupe de la Confédération. Enfin, même à l'époque, c'était la Coupe des vainqueurs de coupe, puisque c'est devenu la Coupe de la Confédération après. Et en Ligue des Champions, il y a rien eu non plus. Donc voilà, il faut remonter à beaucoup plus tard. Ces dernières années, et notamment l'année 2018-2019, où Simba a été assez impressionnant, a surpris du monde et s'est qualifié pour la phase finale en 2019. Donc c'est pour ça qu'en fait, finalement, c'est des équipes qui ne sont pas forcément très connues parce qu'elles n'ont pas une histoire continentale très importante, elles n'ont pas remporté énormément de titres, elles ne sont pas forcément connues hors de l'Afrique, mais également en Afrique. Quand on parle du football tanzanien, par exemple au Bénin, en Guinée, au Sénégal, on va dire ils jouent au football en Tanzanie, c'est pas des marathoniens comme au Kenya ou des choses de ce style-là, parce en fait, on ne peut pas imaginer qu'il y a une telle histoire de football derrière, avec aussi peu finalement de résultats sur la scène continentale. Mais Ça, vous c'est allez voir, on va le développer tout au long des minutes qui suivent et vous allez comprendre un petit peu pourquoi c'est fou. Et le dernier arrivé, c'est Azam. C'est un club qui, pour le coup, est un club qui s'est construit selon un schéma de foot moderne, foot un petit peu à l'occidental, un foot un peu business. Ça appartient à un groupe d'agroalimentaire avec un grand milliardaire, Monsieur Bakressa, pour ceux que ça pourrait intéresser, qui a donc lancé cette équipe-là avec probablement aussi derrière une volonté marketing, sachant que, voilà, connaissant la passion pour le football tanzanien dans son pays, il avait là un véritable levier pour promouvoir tous ces produits, que ce soit le Azam Coca, les glaces, le pain, enfin la multitude de produits agroalimentaires qu'il peut proposer. Donc c'est une équipe qui a vu le jour en 2008, qui s'est basée sur une académie et qui n'a jamais caché que le modèle qu'elle a essayé de reproduire, c'est celui du tout-puissant Mazembe, le club du Congo. Donc là, pour le coup, je pense que ça doit parler à beaucoup ouais. plus d'entre vous.
Et donc, ils se sont jamais cachés de vouloir essayer de reproduire ce schéma-là. Et le club s'est construit et a grandi assez rapidement. Ils étaient en première division en 2008, alors qu'ils ont été créés en 2007. Donc, ils ont fait juste une petite année en deuxième division. Et puis, ils se sont rapidement qualifiés pour les compétitions continentales. Et ils ont remporté un titre de champion en 2014. Cette année, ils sont encore un tout petit peu dans la course, même si c'est un peu compliqué. Mais voilà, ils ont du mal, à remporter ces titres, mais je pense que ça ne fait pas non plus partie. Enfin, c'est pas. Je pense que le président n'est pas obnubilé par le fait de devoir remporter des titres, mais plutôt d'avoir un club qui est bien structuré, qui a un centre de formation qui fonctionne, qui envoie des joueurs en équipe nationale, et puis qui, avec le temps, forcément, ben, arrivera à rivaliser avec les meilleurs. C'est un peu le Red Euh, Bull tanzanien, quoi. Ouais, en quelque sorte, mais tu vas tout de suite comprendre pourquoi c'est encore plus. Je pense que c'est encore au-delà de Red Bull parce que l'importance du club, en fait. Alors oui, Red Bull Salzbourg notamment Salzbourg parce que Leipzig, c'est vraiment un club pour le coup tout neuf qui est Ouais. construit pour gagner, je pense. Oui. À Salzbourg, c'est peut-être construit pour essayer de former un petit peu plus. Mais là où Azam est très fort, et je pense ils ont une importance très importante dans l'histoire du football tanzanien, c'est qu'il y a une chaîne de télévision, Azam TV, et c'est la chaîne qui passe les matchs du championnat en fait. Tous les matchs du championnat, pratiquement, enfin une grande majorité des matchs sont disponibles à la télévision nationale et produits donc par la chaîne qui appartient au groupe Azam. Voilà, donc il y a, même s'il y a ce lien entre la chaîne de télévision, le diffuseur du coup, et l'équipe, bon, c'est vrai qu'en France, on a beIN Sport qui est présidé par le président du PSG, donc c'est vrai que on a un schéma un peu similaire, mais sans jamais, en fait, ça s'est jamais télescopé, quoi. Il y a aucun moment où on se dit, ouais, c'est Azam, ils vont truquer la VAR ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment, je pense, dans cette politique globale de vouloir promouvoir ben, son produit au travers du sport et donc promouvoir son équipe, mais surtout promouvoir le championnat local. Je pense qu'à aucun moment il y a pour objectif de rivaliser avec Simba et Young African. Ouais, donc pour l'instant, on peut dire que c'est un peu un schéma vertueux. En tout cas, ça a l'air de l'être. Ça l'est, je pense que les résultats sont intéressants, puisqu'ils sont toujours dans le haut du tableau, généralement sur le podium, soit devant l'un des deux, s'il y en a un des deux qui s'est un peu trouvé, mais sinon Ouais. enfin, voilà, ils sont dans le top 3, ils sont à la course pour le titre assez régulièrement. Compétition continentale, du coup, c'est un peu plus difficile, mais voilà, il y a des joueurs maintenant qui sortent de leur académie surtout et qui jouent, que ce soit à Azam, mais aussi qui sont transférés dans d'autres clubs. Donc ça, c'est la preuve que ça fonctionne. Et puis ils ont construit leur complexe avec un stade, etc. C'est un tout petit peu en périphérie de Dar es Salaam, il faut prendre un bus pour y aller, mais je n'ai pas encore parlé des systèmes de bus, on aura l'occasion d'en parler. Ouais. C'est assez bien fait et pour le coup, ça aide de parler Swahili parce que en fait, les bus, ils ont des lignes, mais il n'y a pas de plan, hein. C'est en fonction de la destination. Et si votre arrêt, il est ben, entre le point de départ et la destination et que ça prend la même route, eh ben, il faut prendre celui-là. Ok. Mais, C'est bon à savoir. Alors, mais on va non, en non, reparler, je pense, tout à l'heure, quand on va parler de comment se rendre au ouais, stade, des pour choses aller comme ça. comment se rendre au stade, etc. Mais du coup, voilà, vous pouvez aller visiter le complexe d'Azam. C'est pas un immense stade, c'est un petit stade adapté au club, mais c'est vraiment très bien fait avec un complexe académique très intéressant, des terrains gazonnés, des terrains synthétiques, terrains en sable. Enfin, non, vraiment, c'est un très bel outil que c'est construit à Azam et que Azam finalement offre au football tanzanien parce que je pense que sans cette équipe-là, il n'y avait peut-être pas la chaîne de télé derrière qui s'y intéressait. Et la chaîne de télé fait vraiment un bien fou au football local. Et d'ailleurs, je vous invite, hein, vous pouvez la suivre sur Twitter, Azam TV. Vous allez trouver, on trouve régulièrement des buts, les buts qui sont marqués en championnat, etc. Et puis, il y a un truc qui est vraiment cool dans le football tanzanien, c'est les commentateurs. Les commentaires en Swahili et par les commentateurs tanzaniens, c'est génial. Sincèrement, ça rivalise avec l'Amérique du Sud. Sincèrement. Ah, attention, il nous a envoyé du Non, rêve, le PMR. sincèrement, il n'y a pas du goal pendant 3 heures, mais alors l'émotion, Ouais, voilà, il y a de la passion, quoi. elle est transmise, mais Ouais. c'est d'une manière, même sans comprendre un seul mot de ce que dit le commentateur, vous allez vivre ces émotions en fait. C'est assez énorme. Ça vaut le coup d'œil. Et puis c'est sur YouTube. Vous pouvez trouver aussi la chaîne sur YouTube. Alors peut-être qu'il va vous falloir un VPN pour pouvoir la lire, mais c'est quelque chose que vous pouvez suivre sur YouTube.
Voilà. C'est plus trop une barrière en 2021, ce genre de choses. Mais voilà, mais c'est intéressant, hein, c'est intéressant quand même de parler d'Azam comme tu l'as fait, et aussi parce qu'on le sait, hein, on le voit souvent, hein, généralement, les gens aiment bien s'amuser, entre guillemets, à décrire l'Afrique sur les aspects obscurs, un petit peu chelous, qui peuvent toucher au football et à tout ce qui va autour. Il y a aussi des choses bien faites, comme partout. Et c'est important quand même aussi, là, dans le cas d'Azam, de les mettre en valeur. Ah, complètement. C'est un... Bon, après, voilà, c'est pas le modèle, hein, ils le disent. Nous, on essaye de faire comme le TP Mazembe. Mais comme tu dis, voilà, il y a des très bons modèles à suivre en Afrique et Azam en est la preuve. Et puis, non, et puis, je vous dis, alors, autant des commentaires sont pas exceptionnels partout, hein. Là, les commentaires du football tanzanien, sincèrement, allez-y. Ferme. On vous mettra, on vous Oui, mettra les allez-y liens qui vont directement, là. bien. Ouais, on vous mettra les liens qui vont bien pour que vous ayez quelques extraits. On les mettra probablement pas dans notre vidéo. Je sais pas si je pourrais pas mettre une bande son. Je vais voir s'il y a Ouais, ou possibilité de mettre un une petit petite but bande son à. de cela sans se prendre un strike sur YouTube ou des trucs comme ça. Je pense qu'on se prendra pas de strike. Ouais, On je pense essaiera que de se mettre une ça petite bande son. m'étonnerait qu'il soit aussi regardant que les clubs européens, notamment sur les droits d'image. Non, voilà. Mais au moins, tu vois, même sans aller jusqu'aux images, on mettra juste la bande son. Mchezo ule Zena Hamis Musolo Joel Bukuru, pasi moja nzuri sana kwa Mwanamisi Omari Gaucho, anamtikisa mtu Mwanamisi Omari Gaucho, wanacharaza hapa Simba Queens, ni msumari wa moto kwenye kidonda kibichi. Tu parles de moments d'émotion, de moments de passion et tout. On a parlé d'Azam, tu as évidemment parlé de Yanga, de Young Africans. Je sais pas si on, on peut dire Yanga, c'est comme ça qu'on les On peut appelle, mais dire bon. Yanga, il faut dire Yanga, Il hein, faut dire c'est Yanga, hein, c'est Simba ça, et ouais. Yanga. Mais c'est vrai Mais que c'était tout. généralement, si les gens vont commencer à tapoter sur Google, à chercher, ils vont généralement regarder, et quand tu vas aller sur les pages Wikipédia ou des choses comme ça, ce qui peut être un point d'accès, hein, c'est pas une critique, hein, justement, tu vas d'abord chercher, enfin, tu vas tomber sur Young Africans, mais c'est vrai qu'on dit tous Yanga. Donc voilà, justement, je reviens là-dessus sur le début de ma question. Le grand moment de la saison, ça reste quand même le derby, hein. C'est le moment à vivre sur place. Ouais, alors ça va être difficile. Enfin, toujours l'avantage, contrairement au Bénin où c'était un petit peu compliqué de pouvoir planifier son voyage en fonction du football. Là, pour le coup, le calendrier du football tanzanien, il tombe au début de la saison, puis vous avez plus ou moins. Alors, forcément, il y a les compétitions continentales qui viennent se greffer au milieu. Du coup, de temps en temps, il y a des matchs qui sont un petit peu décalés, mais grosso modo, les dates, elles sont mises en place dès le début, elles seront respectées. Donc voilà, si vous hésitez entre quelques dates et puis là vous allez jeter un calendrier à la Liga Kibivu, je sais plus trop comment on prononce, mais à la première ligue tanzanienne, que vous voyez qu'il y a un Simba Yanga 15 jours avant, 15 jours après ce que vous aviez prévu comme date, ben, décalez votre voyage et allez profiter de ce moment assez exceptionnel. Parce que voilà, comme je vous ai dit, les deux clubs sont donc pratiquement originaires du même endroit. C'est le quartier de Kariakou et Kariakou, c'est le grand marché de Dar es Salaam. Alors, sur le guide du routard, pour le coup, ils vont vous dire Kariakou, attention, quartier à éviter, blablabla, danger, danger. En vrai, forcément, il y a énormément de monde, puisque c'est un immense marché, donc énormément de monde, là, vraiment, je vous répète. Y marcher seul la nuit, bon, ben, voilà, ça peut être dangereux. Moi, personnellement, j'y ai habité quelques semaines et puis je m'y suis senti très bien. Alors forcément, des fois, on croisait des gens qui étaient un petit peu bizarres, mais c'est quand même c'est un quartier sympa et du coup, c'est un quartier ultra vivant où les couleurs des deux clubs sont affichées en permanence. C'est soit rouge, donc pour Simba, soit jaune et vert, à dominante jaune quand même, pour les Young Africans, les Yanga. Et en fait, jour de derby, là, le quartier, de toute façon, Dar es Salaam en général, hein, mais le quartier en particulier est mort. Il n'y a personne dans les rues, tout est fermé, tout le monde est en train de suivre le match. Mais le match, il ne se suit pas au quartier, il se suit au stade. Et là, il faudra que vous preniez la direction du stade national, qui est pas très loin du port. Alors pour Kariakou, vous pouvez y aller en moto. Franchement, ça se fait en taxi moto, ça coûte un petit peu plus cher. Mais l'avantage, c'est que vous allez éviter les embouteillages parce que, en fait, Dar es Salaam, ils se sont dotés d'un métrobus, ouais, un petit peu comme à Mexico. Donc un bus qui suit des lignes qui ne sont réservées qu'à lui et du coup qui lui permet de. Enfin, si vous prenez le métrobus, ça vous fait gagner un temps fou dans vos déplacements. Mais il n'y en a pas un qui va encore au stade, ni trop à proximité du stade. C'est peut-être en construction parce que la dernière fois que j'y suis allé, donc ça remonte à il y a 1 an et demi, il y avait des travaux.
Donc c'était peut-être des travaux liés au métrobus. Mais sinon, voilà, je vous conseille quand même d'y aller en taxi moto. Ça va vous permettre de faire quelques économies de temps, même si vous allez perdre un petit peu d'argent. Voilà pour ce qui est un petit peu de la mise en place de ce derby. Après, c'est un stade donc, de 60 000 places avec moitié. Vous coupez la ligne médiane, là, hop, vous tracez une ligne qui va remonter le long de la tribune. À gauche, vous allez être tout rouge. À droite, vous allez être tout jaune. Et si c'est dans une saison un petit peu sympa avec de l'enjeu, que les supporters ne sont pas braqués contre leur équipe, c'est stade plein. Donc là, à partir de là, vous imaginez l'ambiance, c'est pas domicile extérieur, c'est domicile-domicile. Ouais, et là, c'est Et les- vraiment 50-50 et voilà quoi, il n'y a pas de. c'est vraiment 50-50 quoi. C'est pour ça, j'insiste sur le fait, c'est domicile contre domicile. Il n'y a pas une équipe qui est désavantagée en termes de public, c'est vraiment incroyable. Ils ont une rivalité qui est folle. Alors les derbys souvent sont un petit peu plus engagés, donc c'est pas forcément les plus beaux matchs, mais parce que voilà, il y a cet enjeu, il y a cette domination, il y a un titre d'écart entre les deux équipes. Alors pendant longtemps, Yanga était devant, mais ces dernières années, là, en fait, le début des années 2010, c'était un petit peu pour Yanga. Et puis ça a basculé, je crois, en 2014. Et c'est Simba maintenant qui domine là, depuis quelques années. Ils ont eu un nouveau président. Ils ont chamboulé pas mal de choses dans leur direction et tout ça. Et puis, disons que le club est en train de prendre une nouvelle direction qui lui permet pour l'instant de dominer Yanga. Après, voilà, le football, c'est une histoire de cycle. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne retourne pas aussi que la route continue de tourner finalement et que Young Africa ne repasse pas un peu devant dans les années à suivre. Mais enfin voilà, pour l'instant, c'est Simba qui domine un petit peu. Donc forcément, il y a un petit peu plus d'enthousiasme chez les supporters de Simba. Mais voilà, Young Africa Mais n'est pas en reste. Mais après, concernant le terrain, on a l'habitude de le dire parce qu'on vient souvent nous chercher essentiellement, il faut le dire, hein, sur l'âme sud, avec les classicos ou les super classicos, quel que soit le pays. Mais c'est valable partout dans le monde. Un gros derby, c'est d'abord une ambiance plus que un grand moment de jeu. Il y a des matchs, hein, il va y avoir on peut citer toujours des exemples de matchs dans un grand derby, quel que soit sur l'endroit sur la planète où on va avoir le match de légende qui est exceptionnel au niveau du jeu, au niveau de quoi que vous voulez. Mais généralement, le gros derby d'un pays, c'est avant tout une question d'ambiance dans le Ouais. stade, autour du stade, dans les jours qui précèdent, dans les jours qui suivent. Voilà, c'est juste une histoire d'émotion, j'ai envie de dire. Ouais, c'est clair. Et puis pour le coup, là, des émotions, alors c'est vrai qu'on vous a envoyé vers des commentateurs, mais quand c'est un match, quand c'est le derby, l'émotion, elle se ressent aussi à la télé, hein, parce que le stade, il vibre derrière le commentateur. C'est vraiment, c'est impressionnant parce que c'est pas juste. Habituellement, on est habitué à voir une équipe qui joue chez elle, quoi. Ouais. Il y a quand même cette notion de OK, si l'équipe qui joue à domicile marque, OK, c'est l'explosion. Mais là, en fait, c'est permanent parce que s'il y a une équipe qui domine, l'autre est dominé. Si ça s'inverse, les supporters de l'équipe enfin, je veux dire, on est toujours avec le même nombre de supporters, en fait, qui est dans un moment d'euphorie, quelque part. Parce que s'il y a une équipe qui fait quelque chose de bien, c'est forcément que l'autre fait quelque chose de mal. Mais enfin, voilà, je sais pas si je me suis fait comprendre, mais en Non, mais fait, il y a une joie permanente dans le stade, en fait. C'est en ça le fait, truc. C'est que. ce que tu dis est intéressant. Enfin, là où c'est le point clé dans tout ce que tu dis, et pour qu'on essaye de comprendre un petit peu, c'est que justement, on parle par exemple, je sais pas, je vais avoir en tête par exemple le derby de Milan. Quand ça se joue dans ce stade-là, la répartition des tribunes normalement favorise celui qui reçoit. Et donc forcément, Voilà. Ouais, il n'y ouais, a ouais. pas la même Ouais. ambiance à l'aller qu'au retour, forcément, On est là. puisque le stade appartient à l'un ou à l'autre. Là, le point clé dans tout ce que tu dis, et ce qui permet aussi probablement d'avoir tout le temps une ambiance permanente, en fait, concrètement, c'est que c'est du 50-50. On se fiche totalement de savoir qui reçoit, quoi. Exactement. Et au match retour, ce sera de nouveau 50-50. Ou à moins que, voilà, encore comme j'ai dit, Ouais. des supporters qui se sont braqués pour X ou Y raison, ce qui fait qu'il y aura un côté qui va être un peu plus rempli que l'autre, mais grosso modo, c'est du 50-50. Et vraiment, c'est incroyable parce que Simba joue à domicile, mais malgré tout, les supporters vont quand même respecter ce truc-là, en fait. Et ils vont pas remplir le stade entièrement, alors qu'ils pourraient remplir le stade entièrement, parce on l'a vu, ils lancent avant le début du championnat, en fait, ils font une journée pour présenter les équipes au stade avec des artistes qui viennent donner des concerts, etc. Enfin voilà, un peu une journée de tout le monde se rassemble. Simba l'a fait, ils ont rempli leur stade. Yanga l'a fait, ils ont rempli le stade. Donc il y avait eu 60 000 et 60 000. Donc les supporters sont là, en fait. Mais quand tu joues ton derby, tu as moitié. Et c'est vraiment incroyable. Et après, en dehors du derby, pour vous dire à quel point cette passion, elle est ancrée chez les gens,
Donc les supporters de Yanga viennent supporter l'adversaire de Simba. Les supporters de Simba viennent supporter l'adversaire de Yanga. Alors ils viennent pas à 50 000, hein, mais il y a toujours 4-5 000 supporters là qui viennent encourager l'adversaire. C'est un truc fou. Je me souviens d'un match de Ligue des Champions ou de Coupe de la Confédération, je sais plus, où c'était Simba qui jouait contre une équipe d'Angola, je sais plus exactement laquelle, contre une équipe angolaise. Et les Angolais, à la fin, on sentait bien qu'ils comprenaient pas parce qu'il y a des gens qui célébraient leur but, quoi. Des Tanzaniens qui étaient là, c'était pas leurs supporters, mais ils célébraient leur but et tout. Et du coup, on sentait qu'au début, ils se demandaient qu'est-ce qui se passait, puis à la fin, ils commençaient à créer ce lien, à faire cette communion avec finalement leur public, qui était certes minoritaire, mais qui était quand même là et qui donnait de la voix. Et c'est vraiment dingue, quoi. Et puis ça, c'est quelque chose qui arrive à chaque fois, hein, quel que soit le match, il y aura toujours, alors plus l'affiche est intéressante, plus il y aura de monde, mais dans tous les cas, vous aurez des supporters de l'équipe qui ne Rival, joue ouais. pas venir encourager l'adversaire de l'ennemi, quoi. C'est vraiment ça, c'est quelque chose que je n'ai vu que là. J'imagine que ça doit peut-être exister dans d'autres coins du monde, mais c'est un truc qui est vraiment c'est une dinguerie, c'est vraiment impressionnant. Ah bah là, pour le coup, c'est assez fou parce que tu vois, on a souvent ces débats. Par exemple, en France, avec les parcours européens de certains clubs français, avec la traditionnelle question du est-ce qu'il faut être pour l'adversaire. Enfin, tu vois, quand tu es supporter de l'OM, est-ce qu'il faut être pour le PSG quand ils vont en finale de Ligue des Champions? Ça fait des semaines de débats, surtout dans tous les médias de France. Là, pour le coup, eux, la réponse, ils l'ont claire, hein, jamais. Ah ouais, la Et question la ne se question, elle se pose pose même même pas, pas, hein. en fait. Ah ouais, non, qu'il se fasse éliminer au premier tour C'est et en ça, ouais. perdant 6-0 à chaque fois, quoi, si possible, hein. Alors peut-être après au niveau des instances, c'est un peu plus policé, on a quand Ouais. même envie que le football tanzanien progresse et cetera, mais au moins, ce qui est du public là non, là c'est clair que c'est non négociable. Et puis et puis du coup, je vais continuer un petit peu, hein, sur ce supporterisme qu'on a en Tanzanie. Alors donc c'est les 2 équipes phares de Dar es Salaam, mais c'est les 2 équipes phares du pays. Le football, tanzanien repose principalement sur le football de Dar es Salaam et là, quel que soit l'endroit où va jouer Simba, quel que soit l'endroit où va jouer Yanga, le stade sera plein de supporters de l'équipe. Mais donc vous avez un match de championnat à Arusha. Bon là, Arusha, ils étaient en 2e division, donc il y a pas pu avoir, mais par exemple, si vous allez voir votre match à Arusha, le stade sera rempli de supporters de Simba à craquer, hein, vraiment, quand je dis à craquer, c'est à craquer. Ouais, ouais, non, Les gens, mais ils sont supporters de leur équipe. Alors c'est loin, mais quand l'équipe se rapproche de chez eux, ils vont au stade et c'est une passion, c'est une ferveur qui suit l'équipe en fait sur tout le pays c'est vraiment incroyable, quoi. On a ce truc-là, on a le rouge et le jaune. C'est des couleurs, vous devez vous familiariser avec parce que en fait, ça annonce, voilà, vous savez que, ah ben tiens, lui, il est supporter de Simba plutôt, ah tiens, lui, il est supporter de Yanga, ah tiens, ça c'est un bar où vous allez avoir les supporters de Yanga, enfin un bar ou un ciné-club, comme ils appellent ça, les endroits où ils diffusent les matchs. Vous allez repérer un peu l'ambiance, quoi. Et du coup, ouais, bon, du coup, faut bah, faire gaffe surtout à en tant comment que on s'habille touriste, aussi, quand même. ouais, voilà, en tant que touriste, si vous allez dans un endroit où tout le monde est en jaune, peut-être ne mettez pas votre veste rouge parce que, voilà, c'est de la provocation gratuite, on sait jamais sur quoi ça peut aboutir, hein. Pour le peu que Yanga gagne, vous allez vous faire chambrer, mais s'ils perdent, ça peut peut-être mal tourner, hein. Donc voilà, ne pas jouer non plus avec le feu. Mais voilà, c'est un truc qui est vraiment dingue et puis c'est un truc qu'on retrouve à Dar es Salaam. Vous allez arriver, vous allez tout de suite voir les bus sont aux couleurs des équipes. Tous les bus, hein, les petits, les taxis, enfin tout le monde affiche ses couleurs, quoi. C'est un truc incroyable. Moi, j'étais habitué avant d'arriver à Dar es Salaam de voir beaucoup de maillots de clubs européens sur les épaules des gens, mais énormément de maillots de foot, mais énormément de maillots européens, pour ne pas dire que des maillots européens, du Barça, du Real, de Chelsea, d'Arsenal, du PSG, de Bayern, de ce que vous voulez, mais c'est des maillots étrangers. Et quand vous arrivez à Dar es Salaam, il y a des maillots étrangers, je ne dis pas le contraire, mais alors il y a une multitude de maillots de Simba et de Yanga, c'est plus que la majorité, quoi. C'est vraiment incroyable. Il y a une ferveur pour le championnat local qui dépasse le Maghreb. Je le dis sans risque, ça dépasse le Maghreb. Alors, ok, le Maghreb est plus passionné, tous les clubs ont leurs supporters et tout. Il y a des ultras qui sont incroyables au Raja, au Wydad, etc. Mais là, cette ferveur-là qu'on a à l'échelle du pays pour les 2 clubs,
c'est juste incroyable. Et puis ils sont là tout le temps, ils suivent leur équipe, le stade est plein. C'est pas juste le virage, c'est le stade et tout ça. Enfin, c'est vraiment très très sympa. Et puis du coup, on a je pars un peu dans tous les sens, hein. Je suis désolé pour ceux qui pour vous qui nous Ah, écoutez parce que je vais un peu à droite, un peu à gauche, mais je rebondis en même temps sur mes idées. ce qui est intéressant et on fait en fait, on fait pas faut pas faire de comparaison, mais c'est vrai que pour le coup, tu nous avais abordé, par exemple, quand tu parlais de Cotonou, où il y avait, une façon très particulière, surtout de regarder vers l'Europe. Tu nous avais parlé, par exemple, du classico Barça Real, quand il y avait la rivalité Messi-Ronaldo qui animait quand même vachement la ville, peut-être même plus que certains matchs, ou même plus que des matchs, locaux. Là, pour le coup et c'est peut-être un élément peu connu parce que tu l'as dit, on l'a dit au départ, hein, la Tanzanie n'est pas forcément, connue comme une vraie terre de football. Là, pour le coup, on est vraiment, mais vraiment sur une vraie terre de football, avec une passion, tu le dis, tu l'expliques. Je suis pas convaincu, tu partes vraiment dans tous les sens, je te rassure. Bon, Heu, voilà, c'est non mais juste dans ma tête, ça va. ouais, voilà, ce football-là se vit à 2000% et transpire partout dans les rues, donc il y a vraiment une ferveur, c'est tu vois, qu'on ne mesure peut-être pas forcément quand on parle de football en Tanzanie, parce que c'est vrai que ça reste quand même un football méconnu, surtout chez nous et peut-être même et tu l'as dit même, hein, à l'échelle de l'Afrique, un football méconnu. Ah ouais, complètement. En fait, ils n'ont pas eu de résultats. Du coup, je pense que la plupart des clubs là, en Ligue des Champions, les Al Ahly et compagnie, là, les gros clubs, le TP Mazembe, bon, encore que TP Mazembe, la RDC est pas loin de. Voilà, il y a une frontière commune avec la Tanzanie, donc je pense que Ouais, ils connaissent. ouais. Mais bon, les Afrique de l'Ouest, Afrique et l'Afrique du Nord, tout ça, ils connaissent pas. Et en fait, je pense que tous ces clubs-là, quand ils arrivent au stade de Dar es Salaam, déjà, ils doivent être surpris par la qualité des infrastructures. Et puis derrière, ils doivent être surtout surpris par l'ambiance, quoi, parce que jamais tu te dis que tu vas avoir ça. Alors pour le coup, c'était pour la sélection, hein, mais j'ai le souvenir vraiment. C'était un Tanzanie-Maroc, ça doit être en 2013 ou comme ça. La Tanzanie avait gagné, je crois, 3-1. Et il y avait eu un moment, ça m'a marqué, hein, vraiment, de transe. Et, genre la Tanzanie met un but, derrière le public voilà, fête le but, mais la célébration du but dure plusieurs minutes. Et en fait, les joueurs, ils étaient en train de, tu vois, c'était des envolées sur le terrain, et le public les portait. Mais vraiment, j'en ai rien que d'y penser là. J'ai la chair de poule qui me revient. J'ai eu la chair de poule pendant 3 minutes, quoi. Tellement c'était fou, ça te prenait, c'était, Ouais. c'était incroyable. Et en fait, il y a cette énergie en fait que le public transmet aux joueurs, c'était fou. Pendant 5 minutes, là, on était sur un moment de transe, Ouais. vraiment de transe. Et les joueurs, je pense, sur le terrain étaient en transe parce qu'ils tentaient des trucs. C'était tous Messi, quoi. Ils prenaient le ballon au milieu du terrain et puis on essayait d'arriver au but. Et puis des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Mais le public était tellement derrière que pendant 5 minutes, quoi, c'était incroyable. Et le stade n'était même pas plein, hein. Il y avait peut-être allez, un petit peu plus de la moitié, mais il n'y avait pas plus de 35 000 personnes, quoi. Et malgré tout, on ressentait cette passion. C'est vraiment un truc, c'est un truc fou. Et pour le coup, aller en Tanzanie et ne pas le vivre, ce serait Ouais. dommage. Ouais. Ce serait vraiment dommage parce que là, vous avez un truc qui est du niveau, comme je l'ai dit, qui dépasse le Maghreb à mon avis, parce que ça se centralise autour de 2 clubs, quoi, à l'échelle d'un pays de plus de 70 millions d'habitants. Donc c'est vraiment un truc à voir. Et de toute façon, vous ne pouvez pas y échapper parce que quand vous êtes à Dar es Salaam, ça s'affiche. Ça s'est affiché. Il y a des maillots rouges, il y a des maillots jaunes sur la tête des gens, sur les autocollants sur les taxis, sur la couleur complètement des taxis, sur des drapeaux des devantures des magasins, etc. C'est un truc qui va vous imprégner, quoi. Ouais, donc voilà, donc Et si on aime le foot, on est voilà. forcément obligé d'aller avoir une expérience footballistique, en Et, Tanzanie et de toute et, façon, on aura du mal à y échapper. et puis, vous, en tant que passionné de foot, donc vous allez en prendre plein les yeux, mais vous pouvez amener vos enfants si vous allez en famille, votre femme, votre épouse, votre copine, qui vous voulez, qui n'en a rien à faire du foot. Mais il y a tellement d'émotions, en fait, cette émotion-là, la personne va la ressentir et du Ouais. coup va passer un moment très, très, très agréable. Même si elle ne regarde pas le terrain ou même si voilà, elle est un peu sortie enfin, même sans s'intéresser au football, elle va partager ses émotions avec les autres et du coup, ça va rester un moment incroyable, quoi. Et non, sincèrement, là, pour le coup, il y a quelque chose qui est à ne pas manquer. Plus le match est intéressant, plus si le stade sera plein, plus forcément vous allez vibrer. Mais même Mais quel sans que soit ça, le match, tu même vas le prendre, quoi. ouais, ça vaut le coup, Simba ou Yanga. Alors après les autres matchs, c'est un tour en dessous, mais Simba ou Ouais. Yanga, ouais, c'est à voir et encore une fois, c'est à voir à Dar es Salaam. Mais si vous n'êtes pas à Dar es Salaam,
c'est à voir aussi dans n'importe quelle ville où l'une de ces 2 équipes va jouer. OK, ouais, et du coup, ouais, on est dans les domaines, ce que j'appelle généralement l'émotion physique, en fait, où, d'un coup, tu es pris dans une vague et tu Ouais, peux rien y c'est faire. ça. Tu peux C'est rien y faire. exactement ça. Tu es embarqué, Bah, tu ressens tu physiquement ce vois, qui se passe autour de toi. c'est exactement ça. Tu as mis le mot qu'il faut. Et donc voilà, on a évoqué les clubs, on a évoqué la passion, vous commencez, je pense, à le mesurer ou vous le saviez si vous étiez des habitués du football tanzanien, mais si vous ne l'êtes pas, vous commencez à mesurer il y a peut-être quelque chose qui se passe là-bas, hein. Donc justement, maintenant que vous êtes dans votre rôle de touriste et donc du coup de touriste football, justement, PM, donc tu l'as évoqué, hein, quand même un petit peu. Si je me rends à Dar es Salaam, forcément le cœur du football là-bas, ça sera forcément autour du stade national parce que c'est là où tout va se passer ou il y a d'autres endroits? Non, bah, non, vous pouvez toujours aller essayer d'aller au centre d'entraînement, que ce soit de Hazam, de Simba qui est en train d'en construire un tout nouveau là sur la presqu'île, temps que je retrouve mon plan, que je dise pas de bêtises, le nom de cette petite presqu'île qui est un petit peu le quartier riche, Msassani, qui est un peu le quartier riche de Dar es Salaam. Ils sont en train de construire leur complexe là-dessus. Pour le coup, l'avantage, c'est que c'est pas très loin du centre-ville, donc vous pouvez quand même y aller. Mais bon, moi, à l'époque, ils avaient pas encore de centre, donc ils s'entraînaient sur des terrains. Bon, c'est pas là que vous allez vibrer, hein. Je vais pas vous mentir. Il faut vraiment être passionné de foot si vous voulez faire ce genre de trucs. Sinon, moi, il y a pas. Alors pour le coup, je me souviens que pour Cotonou, je vous avais parlé de l'intérêt enfin, du foot qu'on peut retrouver un petit peu à chaque coin de rue, tout ça, du foot des enfants, du foot des gens qui pratiquent le football. En fait, c'est un petit peu moins vrai en Tanzanie pour le coup. Il y a des gens qui jouent au foot, hein, vous allez en trouver partout, hein. Mais surtout à Dar es Salaam, c'est pas aussi vrai. Il y a beaucoup moins d'espace de jeu, il y a beaucoup moins de terrain. Puis le football, en fait, finalement, le championnat étant beaucoup plus structuré, je pense que l'illusion d'être footballeur, elle part beaucoup plus vite chez les jeunes qu'au Bénin où, comme il n'y a pas de championnat, ben, même jusqu'à 22 ans, 23 ans, on se dit qu'on peut partir en Europe, quoi. Ouais. Je pense que ça joue un petit peu là-dedans. Du coup, non, ça se passera principalement au stade. Vous pouvez faire un tour du côté du siège de la fédération. Il y a un terrain qui est juste à coller, enfin, qui est collé au bureau de la fédération. Ça peut vous permettre de prendre des renseignements sur les matchs qui vont avoir lieu, etc. La fédération, elle est pas très loin de Kariakou, justement, du marché central. Tout le centre-ville en soi de Dar es Salaam n'est pas si grand que ça, en fait. Vous pouvez le faire plus ou moins à pied. Mais après, voilà, comme je vous dis, c'est une ville champignon, donc les distances deviennent vite très grandes quand il s'agit de retourner sur son lieu d'hébergement ou pour le coup, par exemple, d'aller au stade, parce que voilà, là, pour le stade, il va falloir prendre soit le bus si vous êtes un peu initié au Swahili ou si vous avez eu des conseils ou des indications de quelqu'un qui vous dit quel bus il faut prendre. Sinon le taxi moto, un petit peu plus cher, mais beaucoup plus rapide et beaucoup plus agréable. Pour le prix des billets, bon, ça va varier un petit peu, grosso modo, en fonction des matchs, mais ça dépassera pas 5 euros si vous voulez vous mettre dans les virages, enfin dans la partie, dans les tribunes normales, quoi. Ça sera Populaire, un ouais. petit peu plus cher si vous voulez être dans la tribune présidentielle et encore un peu plus cher si vous voulez être VIP. Mais grosso modo, pour largement moins de 5 euros, pour peut-être moins de 2 euros même pour la plupart des matchs, vous allez pouvoir acheter votre billet. Et c'est facile de C'est s'en bien procurer? fait. Ouais, c'est facile de s'en procurer le jour du match. Il y a des guichets en fait qui sont mis en place au stade. Donc voilà, si c'est un derby, peut-être inquiétez-vous un peu quand même. Essayez de voir si vous pouvez pas vous procurer des places en amont, notamment au siège de la fédération. Ou sinon, apprêtez-vous à faire une longue queue au stade. Mais c'est bien parce que pour le coup, encore une fois, je rebondis sur ce que j'avais dit sur Cotonou. C'était un peu la cohue parfois pour acheter des billets. Là, c'est carré de chez carré. Il y a une file d'attente qui peut faire 800 mètres, une file indienne, hein, une file d'attente en file indienne qui peut faire 800 mètres s'il faut, mais chacun respecte sa Ouais. place et attend son tour. Et c'est des guichets qui sont parfois dans des voitures, des petits camions, des petits trucs comme ça. C'est pas le guichet du stade en soi, mais voilà, c'est clair et vous n'allez pas pouvoir les rater et vous n'allez pas vous faire arnaquer parce que le prix du billet est marqué dessus. Donc voilà, encore là, pour le coup, pour les billets, ça, c'est simple. Ça, c'est pour Dar es Salaam. Après, quand vous allez être dans d'autres villes, si c'est à Arusha, par exemple, et tout ça, là, c'est un petit peu plus proche de ce qu'il pouvait y avoir au Bénin. Les billets sont parfois un petit peu plus difficiles à trouver, bien que voilà, le jour du match, vous allez toujours les en avoir. Maintenant, il faut avoir la patience parfois
de faire la queue parce que Ouais. ça peut durer longtemps de pouvoir arriver jusqu'à son tour d'avoir le billet. Mais voilà, grosso modo, c'est quelque chose d'assez simple. Si vous dites que vous voulez aller au stade national à n'importe quel taxi-moto, il saura vous y amener. Donc vraiment, c'est une facilité. Je sais qu'on a pour habitude de parler de la nourriture. Ouais, j'allais Euh, aller dessus. J'allais te dire, voilà, le jour du match, maintenant qu'on a nos billets, maintenant qu'on sait qu'on va aller vivre notre expérience footballistique. En fait, c'est aussi parce que ça nous intéresse de manger, il faut le dire. On va pas s'en cacher, hein. Et puis il faut dire que quand on avait ouvert avec Lima, comme on avait forcément parlé de nourriture au Pérou, c'est ce que je disais la dernière fois avec le podcast Cotonou, c'est ce que je dis à chaque podcast. On parle forcément nourriture, mais bon, c'est quand même important. Donc c'est important aussi de savoir où aller manger, aussi pour faire attention parfois, parce que je sais pas si c'est le cas en Tanzanie, mais il y a des pays où il faut quand même faire attention. Et je parle pas forcément de petits pays entre guillemets, je veux dire, on sait tous par exemple qu'en Sud, tu fais très attention où tu manges. Donc voilà, on va manger où PM le jour d'un match? Tu nous Alors, conseilles le quoi? jour d'un match, moi j'avoue que j'ai pas. Alors pour le coup, j'ai pas trop testé la nourriture qu'on te vend au bord du stade, sur des glacières. Ils ont moins la culture de la viande grillée quand même que. Ils ont de la viande grillée, attention, ils ont beaucoup de viande grillée, hein, mais il y a moins cette culture de la viande grillée qu'au Bénin. Du coup, on trouve un peu moins facilement des petits gars qui vont griller du mouton, du poulet ou comme ça. Des choses que je mange assez facilement. Là, ils mangent beaucoup de choses en sauce, avec de la viande, enfin, que je dis en sauce, en ragoût plutôt, avec du bouillon, des légumes, un peu de tout. Et ça, j'avoue, j'ai pas osé le prendre. Après, il y a toujours les traditionnels cacahuètes et autres trucs comme Ouais. ça grillés avec les vendeuses qui vous les amènent directement jusque dans vos mains. Donc ça, vous le retrouvez aussi un petit peu comme à Cotonou finalement. Après, sinon, par contre, la nourriture tanzanienne, c'est quand même assez sympa. Mais je vous conseille pas au stade. En tout cas, moi, j'ai pas eu l'audace j'ai pas eu l'audace de faire mes Ouais, repas au donc stade. du Vous coup pouvez tu trouver à manger, mais moi, ça m'inspire pas tellement ouais. confiance en fait. La manière dont c'est présenté, dont c'était cuit en avance et tout ça, c'est pas trop mon genre de truc. Mais par contre, la nourriture tanzanienne, elle vaut le coup d'œil. Alors c'est pas la gastronomie péruvienne, hein, je vais quand même pas non plus m'enflammer et tout ça, mais vous êtes au carrefour là, entre le Moyen-Orient, l'Inde et l'Afrique, quoi. Donc vous imaginez un petit peu là, vous faites un croisement de tout ça qui arrive à Dar es Salaam. Qu'est-ce que ça peut faire en termes de nourriture? Il y a des trucs assez sympas avec notamment les chapatis. Et les chapatis, c'est un peu comme le naan indien, mais en différent. Et franchement, un chapati avec une bonne soupe, c'est royal, quoi. Et c'est vraiment super bon. Pour les restos, ça, par contre, je suis moins calé en Dar es Salaam qu'en Cotonou, donc je peux pas vous donner mes petits Ah, t'as pas secrets. ton petit Moi, resto caché, non, Aïe, voilà, aïe, comme aïe. pour aller manger de la viande grillée. Moi, je sais juste que j'ai eu la chance quand j'étais arrivé à Kariakou. J'avais débarqué donc là dans ce quartier et je m'étais retrouvé dans un hôtel qui était juste au-dessus d'un restaurant. Et en fait, j'avais trouvé le meilleur restaurant que je pouvais chercher, qui était là en face, juste en bas de moi, juste en dessous de mes Ouais, donc pieds. t'as pas cherché beaucoup, Donc ouais. du coup, j'ai pas cherché plus loin. Je pourrais retrouver le nom de l'hôtel, mais c'est pas sûr que ça vous serve vraiment en fait, parce que je pense que c'est juste moi qui suis tombé sur ce truc-là où le gars faisait des chapatis excellents. C'était quand même un très bon restaurant parce qu'il y avait du monde 24 heures sur 24, hein. Donc c'est pas parce qu'il y avait du monde à l'extérieur qu'il y avait du monde à l'intérieur. Les gens venaient aussi manger à ce restaurant-là parce qu'il était quand même assez bien réputé. Mais voilà, je pense que là, vous allez devoir faire un petit peu plus, vous faire confiance un petit peu plus à vous. Il y a beaucoup de super bonnes choses, voilà, et tous les trucs tropicaux, enfin tous les produits tropicaux classiques, la banane plantain, etc., les tarots, le manioc et tout ça, vous l'avez. Vous avez de la viande de bœuf, la viande de mouton, la viande de porc, il y a un petit peu de tout. Alors Dar es Salaam Dar es Salaam est quand même bien musulman comme ville. Donc le porc, ce sera pas Dar es Salaam, même si vous pourrez en trouver. Mais non, il y a un peu de tout. Il y a une diversité culinaire qui est très intéressante. Voilà, comme j'ai dit, qui est ce croisement là de ces presque trois continents, hein. Pour l'Inde, on pourrait le considérer comme un continent, Ouais. hein. Et en fait, du coup, ça, voilà, des épices à gogo. Enfin, vraiment, c'est quelque chose une cuisine qui est très intéressante. Moi, j'ai beaucoup aimé, OK, donc il y a un toi mais c'est voilà, pas forcément au stade. mais pas au stade. Voilà, on l'a compris. Vous Ouais, irez, bon, vous pouvez si essayer un vous allez Strasbourg, au il y aura des stade, très il bonnes faut avoir surprises, hein. mangé avant ou après.
Voilà, tout simplement. Oui, ou alors vous allez peut-être avoir une très bonne surprise que moi j'ai pas eu le courage d'essayer, ça se Ouais, mais trouve est excellentissime, hein. je peux Et comprendre, hein, voilà, moi en tout cas je l'ai pas fait. pour avoir fait quelques stades latinos, bon voilà, quand tu arrives autour du stade, tu regardes les trucs, tu fais: «Bah, non, je vais quand même pas oser là». Donc je peux comprendre cette appréhension ailleurs. Donc voilà, bah, écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur, l'ensemble de tout cela, de la façon dont se vit le football là-bas. On va forcément clore notre visite footballistique de la même manière que sur les épisodes précédents, avec l'expérience personnelle de notre guide, que ça peut être Dar es Salaam ou pas, hein, d'ailleurs, puisqu'on l'a bien vu, hein, on peut quand même bouger assez facilement. Et de toute façon, si on visite la Tanzanie, on va bouger facilement. Mais bon, voilà, après, on a compris que le cœur du football, quand même, était à Dar es Salaam. Quel est voilà, si tu as une petite anecdote qui te vient en tête, un grand souvenir s'il y en avait qu'un, de ton séjour, de ta vie tanzanienne, tu retiendrais quoi? Je pense que si je devais, alors je vais, c'est pas mon anecdote, hein, mais je pense que le meilleur moment, et c'est un des meilleurs moments. Alors j'ai vécu des bons moments au stade, hein, j'ai eu l'occasion de voir des super matchs aussi en France avec de mon club de cœur où forcément l'émotion elle est décuplée. Mais en dehors de ça, le moment là que je vous ai décrit où il y a eu cette transe là avec les joueurs de la sélection contre le Maroc, c'était vraiment c'est incroyable. J'ai déjà eu des émotions au stade. Enfin, j'ai souvent des émotions au stade, hein, voilà, quand le public se lève et tout, c'est quand même assez prenant. Mais là, c'était la durée en fait qui était impressionnante, quoi. C'était un truc qui s'arrêtait pas. Tu te dis, bon voilà, c'est bon, là, c'est bon, ils vont redescendre. Et puis non, ça continue. Et là, c'est bon, il a raté son tir, il a tiré 30 mètres au-dessus des buts, c'est bon, ça va redescendre. Et puis non, ça continue encore, il récupère la balle et ça repart. Enfin, c'était vraiment assez dingue. Mais ça va pas être l'anecdote que je vais retenir. Parce qu'on dit qu'on a fait le tour, mais on n'a quand même pas fait le tour. C'est parce qu'on a beaucoup dévié. On n'a même pas parlé de la sélection, hein. C'est vrai. La sélection n'est pas aussi suivie que Yanga et Simba, mais quand même, ça vaut le coup d'œil. Et du coup, moi, mon anecdote, elle va être liée à la sélection. Comme ça, c'est un petit peu l'occasion d'en parler. Exactement. On pourra parler de Samata peut-être. Ouais, alors c'est une anecdote que vous allez pouvoir entreapercevoir dans le magazine numéro 5 de Lucarne Opposé, celui des 10 ans avec le maillot de Maradona en couverture. Ouais. Et où dedans il y a un article sur Samata. Et en fait, donc c'était un article dans lequel notamment je parle parce que j'ai eu l'occasion d'assister un match de qualification pour la CAN contre le Cap-Vert. Et où j'avais pu me faire accréditer et être sur le bord du terrain j'avais choisi d'être avec les photographes pour le coup pour être vraiment sur la pelouse. Et en fait, on est peut-être à la 80e minute, la Tanzanie mène. Le stade n'est pas plein en fait. On s'attendait à ce qu'il y ait du monde, mais en fait c'était le premier match de la phase retour, donc c'était pas encore vraiment la qualification ne se dessinait pas encore vraiment, même si les gens pouvaient y croire un petit peu. Et du coup, en fait, c'est à partir de ce match-là, les matchs d'après. Le stade était plein, je crois qu'il restait 2 matchs qui se sont joués ou un match, je sais plus. Enfin bref, c'était l'élément de la bascule. Et donc ce match contre le Cap-Vert où j'étais sur la pelouse en fait, il y a eu une coupure de courant. Les projecteurs se sont éteints comme ça là, d'un coup, plus de lumière. Et en fait, le public était déjà un peu joyeux et tout ça. Alors, il y avait peut-être 30 000 personnes, peut-être un petit peu plus que la moitié. Et puis, tous les supporters se sont mis à allumer leur lampe torche de téléphone ou leur flash de téléphone. Et là, donc, on voit le stade qui commence à s'allumer là, petit à petit, comme ça, de manière complètement. C'est spontané, quoi. Il y a rien de calculé. Il n'y a pas une annonce qui dit allumez vos téléphones ou quoi que ce soit, comme on peut voir dans des concerts ou des trucs comme ça, quoi. Ouais. C'est vraiment un événement spontané là qui se crée.